toute cette lutte qu'on est, toute cette lutte qu'on est en train de faire pour pérenniser la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et ne pas dépendre seulement des projets qui, une fois achevés, ça peut nous ramener au point de départ. Donc, c'est bien de faire des politiques ou bien des agendas de plaidoyer pour pouvoir au moins trouver des budgets au niveau national pour soutenir cette lutte. Pour les interventions de l'AFA sur la RAM, donc il y a eu une évolution depuis l'année 2016 où il y a eu la session, on peut dire, des Nations Unies sur la résistance aux antimicrobiens. Donc, si vous voyez bien, de 2016-2017, la FAO intervenait que trois pays avec l'appui d'un projet du gouvernement UK Fleming Fund. Mais à partir de 2018, on a une augmentation, six pays, toujours par le Fleming Fund. Et de 2021-2022, ça a créé quand même l'engagement dans tous les pays et les donateurs également ont appuyé. On voit que 26 pays ont été concernés dans le cadre de la lutte contre la rame. Donc, au FAO de 2021-2026 a intervenu dans 26 pays avec des appuis du Global Fleming Fund, du Global Health Security Agenda de l'USAID, mais également d'autres projets comme AMR et PTF. Concernant l'objectif priorité 1, qui est de mieux sensibiliser au problème de la rame et l'engagement des parties prenantes, au niveau Afrique, il y a eu 52 initiatives régionales et nationales qui ont été quand même développées au niveau des pays. Donc, vous voyez la cartographie des pays concernés pour ces 52 initiatives. Et ces initiatives ont porté sur surtout des études CAP pour orienter, définir les stratégies d'intervention. La FAO, souvent avant d'intervenir dans un pays, il y a des préalables, faire des études CAP, connaissances, aptitudes et pratiques pour avoir une idée, pour orienter les interventions. Il y a également la formation des journalistes professionnels, puisque la RAM, c'est spécifique, c'est complexe. Donc, il faut que les gens soient formés pour la sensibilisation. Il faut que des journalistes professionnels soient formés pour une meilleure sensibilisation pour atteindre les cibles. Il y a le développement et vulgarisation de matériel également de communication, mais il y a des campagnes de sensibilisation multisectorielles dans les pays qui ont été organisées et des interventions harmonisées pour le changement de comportement. Donc, FAO a beaucoup travaillé avec la partie nationale pour au moins se former sur la sensibilisation, mais également développer des outils, des matériels de communication pour au moins atteindre le maximum de cibles. Pour renforcer la surveillance et la recherche, il y a eu 73 initiatives régionales, sous-régionales et nationales qui ont été déployées dans 20 pays, dont la cartographie des pays concernés est là. Et pour cela, pour renforcer la surveillance et la recherche, ça a porté surtout sur le renforcement de capacité des laboratoires, équipements réactifs et formation. On sait qu'aujourd'hui, si vraiment veut produire des données, la production des données, il faut au moins qu'on ait dans les pays des laboratoires équipés, des laboratoires qui ont des réactifs et qui ont des réactifs et des consommables et également qui participent à des tests interlaboratoires puisque l'évaluation externe est importante pour la fiabilité de tout ce qui est, toutes les analyses réalisées au niveau du labo. Donc, la FAO également intervient dans ce volet pour appuyer les laboratoires pour la production de données de qualité. Il y a également l'élaboration de guides nationaux pour la surveillance. Et dans les pays, la FAO participe souvent pour appuyer la partie nationale à développer ces guides, des guides de surveillance. Il y a des formations multisectorielles des professionnels sur l'usage des antimicrobiens et la RAM, mais également la mise en place de réseaux de laboratoires de surveillance nationaux et régionaux. Donc, pour la production de données, c'est important quand même. Et tout ça, ça retourne vers la gouvernance pour au moins mettre en place ces réseaux
de surveillance de laboratoire. Maintenant, à côté de ça, nous avons développé des outils appelés des outils d'évaluation des systèmes de surveillance nationaux pour au moins capaciter le laboratoire à détecter la rame. Parmi ces outils, on peut citer l'outil FAO Atlas, et ce qui a permis d'évaluer 210 laboratoires dans 27 pays et 27 systèmes de surveillance. L'outil Atlas est un outil d'évaluation qui fait le focus aussi bien sur les laboratoires de façon individuelle, mais également le système de surveillance du pays dans sa globalité avec tous les acteurs. Dans ce cas, c'est une approche One Health. Tous les acteurs impliqués dans cette surveillance sont évalués. Le troisième objectif, c'est de favoriser les bonnes pratiques. Et 30 initiatives ont été déroulées, 30 initiatives, on peut dire régionales, nationales, ont été déroulées dans 10 pays qui sont présentés sur la carte, y compris le Sénégal. Et ces initiatives ont porté sur des études CAP, comme je vous ai dit. Pour intervenir dans un pays, il y a des préalables. Il faut faire des études de connaissances, aptitudes et pratiques et soutenir les fermes pilotes dans l'application de bonnes pratiques. Donc, dans le pays, des fermes sont identifiées parce que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est vraiment de voir l'impact de ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup d'activités de sensibilisation, d'accompagnement, mais après, pour mesurer l'impact, souvent, ça pose problème. Raison pour laquelle souvent, on peut quand même identifier des fermes pilotes et les accompagner pour pouvoir mesurer l'impact des interventions qui se passent au niveau terrain. Donc, pour cela, sur des fermes pilotes, on améliore la santé et la production animale et végétale. On développe des guides de bonnes pratiques, la mise en œuvre des mesures de biosécurité, la prévention par le développement des protocoles de vaccination, puisque chaque pays a ses réalités suivant le contexte épidémiologique. Donc, pour cela, souvent, on accompagne les pays pour développer ces protocoles de vaccination, mais également les bonnes pratiques d'hygiène. Puisque si on assure l'hygiène au niveau de ces fermes, on peut quand même éviter l'introduction de pathogènes, donc des problèmes sanitaires, et ça va entraîner de façon indirecte à diminution de l'utilisation des antimicrobiens. Il y a également des formations du personnel de santé des personnels de santé et des fermiers sur les bonnes pratiques, sur les guides d'élevage, mais également il y a l'activité la plus importante, c'est surtout l'activité de mise en œuvre de curricula de champs écoles. C'est-à-dire, euh, c'est une approche quand même qui est vraiment très appréciée dans les pays souvent anglophones, dans les pays de l'Est, où on parle souvent de farm field school. Là, c'est de cibler des fermiers, les accompagner, non seulement former les vétérinaires qui vont assurer tout ce qui est accompagnement sanitaire, médical, tout ça. Donc, former les vétérinaires, former les fermiers, leur produire des guides de suivi d'élevage et après, par la suite, voir, faire des études économiques, impact sanitaire et économique des exploitations. Là, on pourra facilement mesurer l'impact des interventions menées dans ces... Et on voit bien que 756 fermiers ont été formés, mais il y a également des vétérinaires qui sont formés pour accompagner ces fermes. Donc, c'est une activité qu'on veut mener ici au Sénégal. Au Sénégal, l'activité n'a pas encore été réalisée. Donc, dans le cadre d'un projet, on veut identifier des fermes, les accompagner avec des vétérinaires formés, des fermiers formés. Et après là, on va faire des suivis une année d'une ferme et voir est-ce que l'impact, est-ce qu'il y a un impact, on peut dire, économique, c'est-à-dire on a augmenté tout ce qui est la productivité de la ferme. Il y a même la qualité organoleptique. Si vraiment on suit, on réduit l'utilisation de certains produits chimiques, de certains antimicrobiens, ça peut améliorer tout ce qui est qualité organoleptique de leurs produits, soit les œufs ou la viande.
Concernant la promotion de l'utilisation responsable des antimicrobiens, là, il y a eu des initiatives nationales dans ce pays qui ont été présentées. Donc, et ça a concerné surtout le développement de guides pour le bon usage des antimicrobiens dans plusieurs secteurs, santé, on peut dire dans l'environnement, dans le secteur santé animale, mais également promouvoir un meilleur accès aux avis d'experts pour l'utilisation des antimicrobiens, organiser des ateliers, des visites de terrain avec des experts, avec des spécialistes pour au moins les accompagner les producteurs sur tout ce qui est les bonnes pratiques d'utilisation des antimicrobiens. Mais également promouvoir la formation des parties prenantes, c'est-à-dire les prescripteurs, pour une gestion responsable des antimicrobiens, puisque c'est nous qui détenons souvent les professionnels, les vétérinaires ou bien paravétérinaires qui détiennent les molécules. Souvent, on voit qu'il y a des ventes directes entre éleveurs et vétérinaires sans consultation de l'animal. Donc, tout ça, ça peut entraîner quand même une surutilisation ou mésusage des antimicrobiens. Donc là, il y a des formations souvent organisées sur le terrain pour au moins éviter ces actes qui sont, qui vont à l'encontre du bon usage des antimicrobiens. Promouvoir l'utilisation rationnelle des pesticides antimicrobiens pour la santé des végétaux. Donc, dans ce cas, ce côté santé végétale également, c'est important. On sait que pour améliorer la production ou bien protéger euh, les végétaux, les producteurs sont souvent appelés à utiliser des pesticides. Maintenant, là, ça pose problème également sur la façon d'utiliser ces pesticides et surtout ce qui est beaucoup plus quand même important sur la santé animale et la santé végétale, ce sont les délais d'attente. Aujourd'hui, vous utilisez un antimicrobien, il y a un délai d'attente à respecter avant d'amener à l'abattage. Donc, pour la plupart du temps, souvent les délais d'attente ne sont pas respectés et ça peut entraîner des problèmes de santé publique derrière. Le cinquième, on peut dire objectif, c'est de renforcer la gouvernance et pérenniser quand même les moyens. Dans ce cas, il y a eu 67 initiatives régionales et nationales dans 20 pays et ça a concerné surtout le développement et implementation des PANRAM multisectoriels. Donc aujourd'hui, la plupart on peut dire des pays en Afrique ont déjà leur PANRAM. Il y a des pays qui sont en phase de leur PANRAM. Donc tout ce qui est le développement, élaboration de ces PAN, souvent la FAO peut accompagner le pays pour l'élaboration du document. Mais également l'évaluation des PANRAM avec l'outil AMR PMP. C'est un outil qui a été élaboré par la FAO qui permet de vraiment d'évaluer les PANRAM, la mise en œuvre de ces PANRAM, identifier les principales actions prioritaires pertinentes pour le pays, puisque souvent, lors de l'élaboration des PANRAM, chacun veut au moins faire figurer une activité. Ça ne tient pas compte des besoins, on peut dire, du pays ou bien des besoins pour lutter de façon efficace contre la rame. Donc, c'est important de faire des évaluations de ces pannes pour voir est-ce que des activités, quand même, des actions prioritaires pertinentes ont été incluses dans ces pannes. L'outil également permet de mieux intégrer les composantes agroalimentaires, puisque nous, nos missions primaires, c'est surtout l'alimentation et l'agriculture. Ça pourra permettre, est-ce que l'approche One Health a été quand même bien appliquée et est-ce que des activités concernant la santé végétale ou bien la santé animale ou environnementale ont été incluses dans le PANDRA. Fournir une base de référence aux décideurs et aux donateurs pour redéfinir les priorités afin d'améliorer l'opérationnalisation des PANDRA. Ça pose problème souvent. Il y a beaucoup de pays qui disposent des PANDRA, mais quand même, c'est le financer les activités dans le PANDRA. Et là, avec le rapport d'évaluation, ça peut être un document de plaidoyer auprès des bailleurs
pour au moins appuyer le pays à financer les activités euh, arrêtées dans le PANDRA. Il y a également la mise en place des plateformes One Health. On appuie souvent pour au moins faire fonctionner. Souvent, les plateformes ont été identifiées, des personnes ont été identifiées, mais il n'y a pas de budget pour faire fonctionner les plateformes. Donc, souvent, la FAO peut quand même appuyer en ressources humaines et euh, on peut dire techniques et financières pour faire fonctionner ces plateformes. Aider les pays à mobiliser des ressources, c'est le cas du Fleming Fund actuellement en cours au niveau du pays. Et il y a le MPTF également pour l'Éthiopie, Sénégal, Sierra Leone, Cameroun et Madagascar. Mais également, il y a des collaborations entre les secteurs, multisecteurs avec l'OMS, l'OMSA, le UNEP et l'Union africaine. Ça permet quand même au moins de travailler en collaboration avec les autres partenaires dans le pays. Je vais revenir un peu sur les outils d'évaluation de la FAO pour les laboratoires. Ce sont des activités menées dans les pays, souvent pour cartographier et évaluer les capacités analytiques des réseaux nationaux de laboratoires pour détecter la rame. Et actuellement, on peut dire 210 laboratoires ont été évalués. L'outil Atlas permet d'évaluer les labos de façon individuelle dans un pays, mais également il y a les systèmes de surveillance, un système de surveillance dans sa globalité. Donc, dans 27 pays, l'outil a été utilisé de 2017 à 2024. Donc, on a évalué 210 laboratoires et 27 systèmes de surveillance dans 27 pays, ce qui permet de fournir des informations de base et identifier les étapes d'amélioration. Parce que c'est une évaluation, on peut dire, c'est pas une cartographie, mais c'est une évaluation progressive, dynamique. Pour les laboratoires, on permet de les scorer. L'évaluation permet de scorer les labos, identifier les gaps et quand même euh, mettre une feuille de route, élaborer une feuille de route pour au moins faire passer, si le labo est scoré X, au moins avec la feuille de route, si les actions sont prises, le labo peut passer à un niveau supérieur. Et c'est un document également de plaidoyer et de collecte de fonds pour le renforcement des capacités du système national de surveillance de la RAM. Donc, les pays qui disposent, après une évaluation, il y aura un document qui permet d'identifier les gaps et surtout des solutions pour résorber ces gaps qui seront traduits sous forme de feuilles de route et qui va permettre aux bailleurs au niveau du pays d'appuyer le pays pour pouvoir passer à une étape supérieure. Donc, ce qu'on a remarqué dans la plupart des pays, c'est surtout renforcer les structures de coordination, puisqu'on a vu qu'il y a des structures de coordination dans les pays, mais l'opérationnalisation, la fonctionnalisation de ces structures font défaut. Donc là, il faut vraiment renforcer du point de vue, on peut dire, technique et financier, puisque souvent, ils n'ont pas de budget. Définir le cahier de charge des instances de la gouvernance RAM. Là, c'est important d'avoir un agenda vraiment bien défini, clair, comme le PANRAM, mais également des activités de recherche qui vont accompagner la mise en œuvre des activités. Sinon, on ne pourra pas produire de données et on sait qu'en absence de données, on ne pourra pas quand même définir des stratégies qui seront euh, adaptées à notre situation. Allouer des ressources pour rendre fonctionnels les organes de gouvernance RAM, élaborer des guides de surveillance de la RAM avec des objectifs et des indicateurs clairs et pertinents. Donc, il y a des pays où, pour le moment, ils n'ont pas de guide de surveillance. Et comme ça, on ne peut pas harmoniser tout ce qui est collecte, tout ce qui est analyse de données, partage de données, si on n'a pas un tableau de bord des guides de surveillance avec des indicateurs qu'on peut suivre et des indicateurs, on peut dire, pertinents, bien définis. C'est ça qui manquait dans plusieurs pays. Donc, des recommandations en ce sens ont été formulées. Il y a le problème également des réseaux de laboratoires pour la surveillance RAM dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. On peut avoir certains réseaux de laboratoires dans le secteur humain, mais la plupart des pays, si on prend le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, où on a
la santé animale, santé végétale, santé environnementale. Ces laboratoires, la plupart du temps, travaillent en solo, donc il n'y a pas il y a pas de réseau de laboratoire, il n'y a pas de partage d'informations, il n'y a pas de collaboration. Donc, il y a des recommandations fortes en ce sens et également aller plus loin, maintenant faire un réseau de laboratoires One Health, c'est-à-dire ne pas travailler peut-être le secteur agroalimentaire environnemental, mais également collaborer avec le secteur santé humaine, créer un réseau de laboratoires au niveau national. Élaborer, harmoniser les SOP pour la détection RAM. Chaque labo, la plupart des labos visités, chaque labo a ses SOP qui est différent des SOP d'un autre labo. Donc, ça peut poser problème, surtout sur le partage des données et il faut harmoniser pour au moins, surtout sur la fiabilité des données. Élaborer des plans de formation pour le personnel des laboratoires, bactériologie et l'antibiogramme, c'est des éléments qui sont sortis. Centraliser les commandes en réactif pour faciliter l'approvisionnement. On a vu souvent les labos, leur consommation en réactif, en consommable est très faible. Souvent, les fournisseurs ne s'intéressent pas à leur commandes. Donc, pour régler tout ce problème, ce qui est ressorti, c'est de centraliser les commandes. Et dans ce cas, il y aura un marché qui sera lancé et ça va intéresser quand même, ça va intéresser les fournisseurs locaux pour pouvoir au moins aller vers ce marché. Il y a enrôler les laboratoires des réseaux dans les essais interlaboratoires. L'œil externe, souvent, on peut se dire qu'on fait bien les choses, mais tant qu'on n'a pas une évaluation externe, on ne peut pas quand même s'assurer de la fiabilité des données. Et concernant la RAM, beaucoup de labos en Afrique ne participaient pas. C'est avec ces évaluations où on a quand même développé une certaine collaboration avec des structures qui fournissent des tests interlaboratoires que certains labos maintenant ont pu participer. Parce que l'outil d'évaluation Atlas, un labo qui ne participe pas à un essai interlaboratoire est considéré comme un labo qui ne fournit pas des résultats fiables. Ça, c'est un facteur limitant pour passer à un niveau 3, puisque le niveau 3 et score 3 avec l'outil Atlas, c'est pour montrer que le labo produit des données fiables, le labo peut être facilement intégré dans un système de surveillance. Et le facteur limitant, c'est la participation aux essais interlaboratoires. Si un labo ne participe pas à un essai interlaboratoire, là, c'est un facteur bloquant pour que le labo puisse être à un score 3. Donc, l'outil est fait de telle sorte que vraiment, il y a des indicateurs bien déterminés qui sont souvent des indicateurs bloquants. Puisqu'un labo qui ne fait pas des essais interlaboratoires, on ne peut pas s'assurer sur la fiabilité de ces données. Il y a également la mise en place des unités épidémiologiques. Ça faisait défaut. Il faut quand même mettre en place ces unités pour l'analyse de données. On peut avoir beaucoup de données, mais si ces données ne sont pas centralisées au niveau national, analysées avec des outils, et ça peut ne pas servir. Donc, c'est important quand même d'aller vers ça, avoir une unité, on peut dire d'abord sectorielle et centralisée, One Health, et désigner les sites sentinelles en intégrant tous les secteurs, santé humaine, santé animale, sécurité sanitaire des aliments, environnement, mais également la recherche universitaire. On sait que dans les universités, il y a des laboratoires quand même qui travaillent beaucoup sur la résistance aux antimicrobiens, donc il faut les intégrer dans ce dispositif de surveillance. Définir et mettre en œuvre un plan de formation pour le personnel de l'unité épidémiologique, élaborer et mettre en œuvre un plan de surveillance active et passive. C'est important pour au moins capturer le maximum d'informations, de données. Il ne faut pas qu'on fait focus seulement soit sur la surveillance passive, où on attend les cliniciens qui viennent demander des analyses et à partir de là, avoir des données sur la RAM, mais également c'est de financer une surveillance active avec des indicateurs bien déterminés et avec un rythme bien déterminé dans le temps. Harmoniser les outils de collecte, ça pose problème. La plupart des pays
chaque laboratoire a son outil ou bien chaque structure a son outil. Donc là, il faudra penser à harmoniser ces outils. Maintenant, concernant, il y a un deuxième outil utilisé pour évaluer les plans, on peut dire les plans d'action RAM au niveau des pays, pour aider les pays membres à mettre en œuvre leur plan. C'est d'améliorer le document. Souvent, avec ces évaluations, ça permet d'améliorer le document. C'est tout le pays, tous les acteurs de façon One Health sont réunis en 5 jours pour revisiter le panorama en utilisant l'outil. Et cela permet au moins d'améliorer le document, identifier et mise en œuvre des actions clés prioritaires à court et moyen terme. Donc, aider à mobiliser efficacement des ressources financières. Ça permet de soutenir les secteurs spécifiques pour apporter des améliorations étape par étape vers l'utilisation durable des antimicrobiens. Donc, l'avantage de ces outils, ce sont des outils d'approche progressive. À un certain moment, à l'instant T, l'outil peut scorer le pays à un niveau. Et maintenant, en appliquant peut-être la mise en œuvre des recommandations sortant de l'évaluation, cela permet de faire avancer le pays. Là, on aura une idée claire quelles sont les activités quand même à dérouler dans le pays et pour passer à un niveau, pour améliorer les scores GEE, améliorer les scores du pays. Donc, les constats, c'est ce qui est demandé au pays, c'est de cartographier les formations existantes et pertinentes sur l'usage des antimicrobes et la RAM. C'est important. On voit actuellement, chaque pays organise des formations sur la RAM. Donc, alors qu'on peut mutualiser tout ça, c'est important d'avoir au moins une cartographie de ces formations dans les pays. Mettre en place également un programme de sensibilisation périodique du public, cartographie toutes les parties prenantes clés impliquées, élaborées dans un même document. Là, c'est comment présenter un document comme le plan d'action national RAM. Il faut intégrer certaines parties, plans stratégiques, plans opérationnels. Maintenant, suivi, évaluation, on voit des plans d'action qui n'ont pas un plan de suivi, évaluation. Donc, pour monitorer la mise en œuvre, ça pose problème. Donc, tout ça, après, ça va être sous forme de recommandation pour le pays pour améliorer le document. Cartographier les bailleurs de fonds et partenaires clés pour supporter les activités RAM, pour savoir où aller, où sont les guichets qui financent les activités RAM, au moins avoir une cartographie claire de les bailleurs de fonds. Faire des inventaires, évaluations des législations sur les antimicrobiens pertinentes. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas réinventer la roue puisqu'il y a une législation qui s'applique sur tout ce qui est la microbiologie, sur tout ce qui est contrôle. Donc, on peut quand même, avec les outils, il y a un outil que je vais présenter après, développé par la FAO, qui permet de répertorier toute, on peut dire, toute la législation sur les antimicrobiens, la microbiologie dans un pays. Là, c'est un outil également appelé IMFAM qui a été développé euh, par la FAO pour tout ce qui est reportage des données de la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de l'alimentation et l'agriculture, l'environnement, c'est-à-dire santé végétale, santé environnementale et santé animale. Donc ça, c'est l'outil actuellement au niveau international qui a été développé par la FAO pour le reportage de ces données. Retenez qu'en santé animale, on a deux bases de données. Il y a une base de données AnimUse qui est à l'OMSA, Organisation mondiale de la santé. Cette base de données, c'est surtout l'usage des antimicrobiens. Euh, Pendant l'introduction de ma présentation, j'ai parlé tout ce qui est tonnage en antibiotiques. Ça, c'est AnimUse qui assure le reportage. AnimUse, c'est l'usage des antimicrobiens. Si c'est la résistance aux antimicrobiens, c'est IMFAM pour la santé animale, santé environnementale, santé végétale. Maintenant, GLAS, leur équivalent côté santé humaine, c'est GLAS. GLAS, c'est aussi bien utilisation des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens. Là, c'est la différence. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir au niveau international à un outil, c'est le Global Integrated System. Le Global Integrated System, après, va réunir
ceux qui viennent de Infam, ceux qui viennent de OMSA et ceux qui viennent de GLAS. Ça, c'est le Global Integrated System. Euh, Comment est structuré Infam? C'est des programmes de surveillance INFAM à des fins de santé publique. Hein, on peut dire les objectifs et populations cibles. Vous aurez toutes ces informations. Quelles sont les populations cibles? Quels sont les objectifs? Source de l'échantillon et du micro-organisme. Échelle des activités et représentativité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une étude pilote? Est-ce que c'est tout le pays? Est-ce que c'est une partie du pays? Période de suivi et de surveillance et des cycles de rapport. Donc, tout ça, l'outil peut aller jusqu'à générer des rapports et faire des suivis périodiques. Donc, il y a deux approches, à savoir à des fins de santé publique et fins de santé animale. Concernant la santé publique, c'est surtout, ça va concerner les animaux, on peut dire terrestres sains. Ça, c'est tout prélèvement qui se fait dans le cadre de la surveillance active hein, sur des animaux qui sont sains, terrestres, aquatiques, mais aliments en cours de transformation. Donc là, ça permet d'identifier et surveiller la transmission zoonotique et alimentaire. Maintenant, à des fins de santé animale, c'est surtout les animaux, c'est dans le cadre de la clinique. Il y a les animaux terrestres qui sont malades, les animaux aquatiques malades, pour identifier et surveiller les profils et les tendances de la rame chez les agents pathogènes bactériens. Donc, il y a les deux entrées. Il y a l'entrée concernant la santé publique et l'entrée concernant la santé animale. Donc, en fonction de ce qu'on a designé, l'activité, si c'est une activité de surveillance active, cette surveillance active, c'est à des fins le plus souvent de santé publique. Maintenant, si c'est la surveillance passive, le plus souvent, ça concerne la santé animale où c'est des cliniciens qui vont déposer des prélèvements dans des laboratoires et des tests sont faits pour faire l'antibiogramme. Donc là, c'est les pays actuellement qui sont concernés par IMFAM où il y a les points focaux qui ont été formés en Zambie. Il y a les points focaux déjà FAO et les points focaux nationaux. Donc, dans chaque pays, il y a un point focal qui a été formé au niveau national, puisque ici, IMFAM, la porte d'entrée, c'est la direction des services vétérinaires. Donc, c'est au niveau des services vétérinaires, il a été formé un point focal. Et donc, au niveau de la FAO également, il y a un point focal. Donc là, c'est des informations supplémentaires hein, concernant. Moi, je suis chargé de tout ce qui est pays francophone, donc d'appuyer les pays concernant l'utilisation de l'outil, mais également le point focal au niveau Sénégal et les pays francophones. Je vous ai parlé également l'outil d'évaluation de la législation qui a été également développé par la FAO. Donc là, on a une base de données qui permettent, au moins si vous voulez, dans un pays, avoir des informations sur la législation, sur la résistance aux antimicrobiens, vous allez taper AMR Lex Profile. Donc le pays, Sénégal, vous aurez quand même beaucoup d'informations, vétérinaire, médicinal, product, animal feed, toute la législation, vous aurez. Chaque pays, quand même, se retrouve dans cette base de données. Il suffit de taper AMR Lex Profile et le pays. Vous aurez toutes les informations et quelle date ça a été quand même introduit dans cette plateforme. Donc, l'autre initiative très importante de la FAO, c'est l'initiative Renofam pour réduire le besoin en antimicrobiens pour une transformation des systèmes agroalimentaires durables. C'est une initiative qui aide les pays à réduire le besoin en antimicrobiens de manière substantielle, proportionnelle et durable, mais ça n'interdit pas l'utilisation des antimicrobiens, mais soutient une utilisation responsable et prudente des antimicrobiens lorsqu'ils sont nécessaires. Parce que des cas arrivent où on a quand même besoin d'utiliser les antimicrobiens. Et pour cela, vraiment, l'initiative appelle à la responsabilité, à la prudence sur cet usage. Donc, les pays vont en bénéficier d'une transformation du système agroalimentaire durable, mais également, il y a le soutien de la mise en œuvre des activités du PANRAM dans le pays avec l'initiative Renofam.
fournir des outils et des lignes directrices, puisque avec la base de données FAO-LEX, dans cette collaboration, on peut appuyer les pays quand même pour obtenir quand même et développer même des outils et des lignes directrices. Mobiliser des ressources, renforcer les partenariats. Donc là, c'est actuellement, ça vient d'être lancé, hein. Il n'y a que 34 pays qui ont été enrôlés, qui sont enregistrés dans cette plateforme Renofam. Donc, pour l'enregistrement, c'est vraiment le leadership. Généralement, la porte d'entrée, puisque ça fait focus sur les systèmes agroalimentaires, la santé animale, c'est la direction des services vétérinaires ou bien les plateformes. Les plateformes peuvent quand même être le lead pour que le pays soit enregistré à ces plateformes. Donc, vous voyez bien dans le monde, pour le moment, il y a 34 pays. Maintenant, si on prend de l'Afrique, région Afrique, il n'y a que 16 pays et la plupart sont des pays de l'Afrique de l'Est, les pays anglophones. Donc là, pour le moment, le Sénégal, c'est pas enregistré. Il y a les mails qui ont été envoyés au directeur des services vétérinaires. Donc, c'est à eux quand même de prendre l'initiative d'enregistrer le pays et bénéficier vraiment de l'accompagnement dans le cadre de l'initiative Renofam. Donc, c'était ces informations, ces interventions de la FAO que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, docteur Alpha Diallo, pour cette présentation également qui est très riche. En tout cas, ça montre que dans votre secteur, vous êtes très avancé, très organisé avec la RAM. Donc, vous avez présenté beaucoup d'outils, l'Atlas ENFA, ONSA, le Global Integrated System également. Vous avez également soulevé des défis également qui devraient être également résolvés, à savoir la problématique des ressources humaines, l'harmonisation des pratiques, aussi bien pour les procédures que pour les outils de collecte de données également. Je m'en vais rapidement donner la parole à ceux aux participants qui sont en ligne, s'ils ont des questions de clarification à vous adresser avant que nous passions sur l'autre présentation qui doit débuter dans 2 minutes. La communauté, vous avez la parole. Professeur Lou. Oui, merci beaucoup, professeur Awa. Merci également au docteur Alpha. J'avoue que c'est hier seulement, tard dans la soirée, que je l'ai contacté, mais avec une grande disponibilité, il a accepté et c'était pas évident. Donc vraiment, ça montre l'envie qu'on a, nous tous, pour travailler et œuvrer contre la résistance aux antimicrobiens. Vraiment, c'était juste pour le remercier. Peut-être j'avais une petite question par rapport à tous ces outils qu'il a présentés. Qu'en est-il parce qu'il a présenté des outils, parce que c'est la FAO, c'est plusieurs pays. Maintenant, concrètement, au Sénégal, quel est euh, comment dirais-je, si on compare le Sénégal à d'autres pays, est-ce que le Sénégal est un bon élève en matière de trucs, en matière de RAM concernant la santé animale et agroalimentaire? Parce qu'on sait que même si vous n'êtes c'est pas un bon élève de ce côté, ça dépasse quand même la santé humaine parce que, comme l'a dit Prof. Awa tout à l'heure, on voit qu'au niveau de la médecine vétérinaire et autres, c'est plus organisé et vous êtes bien en avance. Donc, c'était juste pour faire une petite comparaison. Merci beaucoup. Alpha, vous pouvez Oui, avancer on peut, là. on Oui, peut répondre directement ou bien on attend les autres. C'est bon? Oui, si, oui. ok. Merci, merci, hein, merci pour tout. Donc, merci, professeur Lo. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est pour la bonne cause. Donc, il faut que chacun s'y mette pour pouvoir au moins se juguler ce fléau qui est la résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est vrai que nos interventions, c'est un peu élargi dans les pays de l'Afrique. Et on a quand même la chance de visiter des pays pour voir ce qui se passe réellement dans le cadre de la mise en œuvre de cette lutte de la résistance aux antimicrobiens. On a évalué le Sénégal
Si je prends l'exemple de l'outil Atlas, c'était la première évaluation au Sénégal, c'était en 2018. Il y a, dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, quand même, on a des labos, on peut dire, performants pour détecter la rame. Maintenant, le problème, c'est que c'est de travailler en réseau, en collaboration. Puisque aujourd'hui, si on voit, il y a certains pays, ils ont des unités quand même épidémiologiques qui permettent de centraliser certaines données. Donc nous, peut-être c'est ce côté-là qu'on doit beaucoup travailler. C'est vraiment côté gouvernance de la RAM, c'est-à-dire de définir les laboratoires, identifier des labos et travailler vraiment en collaboration, en réseau pour pouvoir faire remonter les données. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, hein, la plupart des pays également, ils ont ce problème. Et côté, si on prend côté, on peut dire également côté recherche, côté université, côté formation, il y a la ressource humaine dans nos pays. Il y a des pays où il n'y a pas de ressources humaines. Je ne vais pas citer des pays, mais vous voyez que quand même, il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir au moins mettre en place des équipes. Nous, on a la chance quand même d'avoir des universités, d'avoir des ressources humaines qui sont compétentes. Maintenant, comment collaborer surtout comment collaborer dans ce dispositif. C'est ça qu'il faut peut-être réfléchir davantage pour pouvoir au moins mettre en place quelque chose de durable et pérenne. Nous avons également la main levée de Descartes Ogula. Descartes, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir le micro. Oui. Bonjour. Lors de la présentation, j'ai cru entendre qu'il fallait un temps avant l'abattage. Monsieur Ogula, vous pouvez vous présenter. Entre la prise d'antibiotiques et Monsieur Ogula Descartes, technicien supérieur de biologie médicale au Gabon. D'accord, merci. Oui, je disais j'ai cru entendre dans la présentation qu'il y avait un, J'entends mal. un temps nécessaire entre la prise d'antibiotiques, enfin l'importance de. Et en fait, j'aimerais en savoir plus sur la question. Merci. OK. Merci, hein, merci pour l'intérêt. Donc, c'est ça la différence entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire. Le vétérinaire, on peut dire marche son patient. Bon, ça fait rigoler, puisque aujourd'hui, si vous voyez bien, si vous traitez un animal, il y a un délai d'attente à respecter. C'est le délai nécessaire pour que l'antibiotique, on peut dire, disparaisse dans l'organisme de l'animal. Et pour tout antibiotique, c'est bien mentionné au niveau de l'emballage. Donc, c'est bien mentionné, pour tel antibiotique, il faut 5 jours, 10 jours avant de consommer la production, soit le lait, les œufs ou bien la viande. Donc là, souvent, sur le terrain, ce qu'on voit, il y a un problème du respect de ces délais d'attente. Après injection, après administration d'un antibiotique, la plupart du temps, si les problèmes sanitaires persistent, souvent les gens vont abattre, puisque l'élevage, c'est économique. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la filière avicole, vous pouvez élever jusqu'au 40e jour. On sait que l'abattage, peut-être, c'est 45 jours. Ou bien vous élevez jusqu'au 30e jour, vous devez abattre 45e jour et vous avez des soucis sanitaires, une maladie, vous utilisez des antibiotiques. Vous voyez que ça ne marche pas. Automatiquement, ce qu'ils font souvent, c'est d'abattre et aller vendre dans le marché. Et en ce moment, on sait qu'il y a des résidus d'antibiotiques dans les produits, la viande, les œufs et le lait. Donc, c'est important quand même de tenir en considération ce point en matière de santé animale. Merci. Merci beaucoup, docteur
Diallo pour la clarification. Sans plus tarder, nous donnons la parole à notre maître, professeur Camara, juste avant de passer à l'autre présentation. Merci beaucoup, professeur Awa. Nos remerciements au retour à Alpha Diallo, hein, et nos félicitations pour le dynamisme que vous avez fait. Parce que beaucoup d'activités ont été menées depuis qu'il est au niveau de la FAO. Il y a pas mal d'interventions dans le domaine du renforcement des capacités, euh, aussi bien en ressources humaines, je peux parler de termes de formation, mais également de capacitation en termes d'équipement à travers le financement, le Fleming Fund Grant. J'aimerais aussi rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire concernant la consommation d'antimicrobiens, hein, dans l'élevage. Ça pose un réel problème de santé publique parce qu'il y a une application aussi bien en santé humaine, mais également au niveau de l'environnement, parce que les pâturages vont féquer et contaminer l'environnement, ce qui peut avoir un double impact. Aussi bien les, euh, euh, les produits arrêts et les dérivés, et les produits dérivés, mais également les produits alimentaires, parce que les plants et les plantes peuvent être contaminés et avoir aussi des résidus d'antibiotiques. C'est l'exemple de l'utilisation de la colostine, qui est très utilisée dans le monde animal, mais que, par exemple, au Sénégal, c'est pas commercialisé dans les officines de pharmacie. Pourtant, on a découvert depuis quelques années qu'il y a des génotypes de résistance vis-à-vis de la colostine en médecine, en médecine humaine. À Dantec, depuis une dizaine d'années, on trouve encore des profils de résistance vis-à-vis de la colostine alors que c'est pas consommé. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une consommation indirecte, soit à travers la viande et les produits laitiers, les dérivés, les œufs, etc., à cause de la problématique du délai d'attente. Je me demande même est-ce que les éleveurs sont conscientisés par rapport à cela, par rapport au délai d'attente après l'administration d'antimicrobiens des animaux. Mais également, pourquoi pas aussi les produits agroalimentaires. Et nous aussi, certains antimicrobiens sont utilisés pour protéger des plantes ou des plants. Et là également, il y a des risques aussi de résidus. Voilà, je pense que c'est vraiment des questions qui se posent à nos États qu'il va falloir adresser de façon optimale pour pouvoir vraiment prendre à bras le corps la problématique de la résistance aux antibiotiques dans le pays. Voilà. Merci encore. Ouais. Merci beaucoup, professeur Camara, pour cette pertinente intervention. Il y a également une petite préoccupation sur le chat qui pose la question à savoir est-ce qu'il y a un impact du rejet des antibiotiques dans la nature par les déjections animales malgré le respect du délai d'attente pour les animaux. Docteur Alpha, rapidement. Oui, oui, lors de ma présentation, je me suis prononcé là-dessus. Il y a des antibiotiques qui sont excrétés, non métabolisés dans l'environnement, et ça peut entraîner quand même des impacts qui sont réels au niveau de l'environnement. Il y a même une étude, si on prend l'exemple de l'ivermectine, les lactones macrocycliques, souvent, ils ne sont pas métabolisés complètement au niveau de l'organisme et sont excrétés directement dans la nature. Ça, dans des pays où on a vu tout ce qui est les scarabées, il y a une baisse de la population d'escarabées dans ces pays. Et on sait que ces scarabées sont des insectes quand même qui interviennent dans l'écosystème et cela a entraîné beaucoup d'impact dans ces pays. Ce sont des exemples qui sont là pour montrer l'impact réel de tout ce qui est rejeté dans l'environnement qui n'est pas métabolisé. Donc, il y a un impact réel qui est là. L'autre impact également, c'est les bactéries peuvent être quand même sensibilisées à ces antibiotiques qui sont excrétés dans l'environnement
ou bien il y aura une pression de sélection dans l'environnement de les bactéries, ce qui pourra quand même entraîner une augmentation, une production de bactéries résistantes, ou au moins enrichir le résistome euh, concernant la résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est des éléments qu'il faut tenir en considération. C'est pourquoi il y a beaucoup d'études maintenant de résidus, d'impact environnementaux, même le fait de produire un médicament, un antibiotique, il y a quand même des études d'écotoxicité qu'il faut rechercher derrière pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'impact ou pas. Donc, c'est important quand même de prendre ça en considération. Merci, Monsieur Dr Diallo. Nous vous invitons à peut-être répondre à certaines questions par chat, sur le chat, parce qu'on a un peu empiété sur la présentation de Madame Gaëlle Diallo, qui est une consultante qualité, experte en prévention, contrôle de l'infection, experte en hygiène hospitalière, et qui va prendre la parole pour nous présenter l'hygiène hospitalière, de même que la prévention des infections associées aux soins dans nos structures de santé. Merci beaucoup, Dr Alpha. Dr Merci à vous, merci à tous les Gaël, participants. vous êtes en place. Partage. Oui, bonjour. Oui, je suis en place. Donc, alors, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci.